Mon fils s'est marié et ne m'a jamais rien dit. Je l'ai vu sur Instagram. Lui en costume à côté de sa femme en robe blanche. Je n'ai rien dit. Le lendemain, j'ai vendu la maison dans laquelle il vivait. C'était ma façon de porter un toast. Si cette histoire vous brise le cœur, abonnez-vous. Chaque jour, il y a une histoire qui pourrait être la vôtre. Dites-nous d'où vous écoutez. 3 heures du matin. Le téléphone portable a vibré sur la table de chevet et m'a réveillé. Ce n'était pas un appel, juste une de ces notifications que je ne comprends pas vraiment. J'ai attrapé l'appareil de la main droite, celle qui me fait encore mal depuis qu'une brique est tombée dessus il y a 15 ans. Et j'ai regardé l'écran avec les yeux mi-clos. Instagram. Ma petite fille m'avait installé ce truc il y a 2 mois. Papy, comme ça tu pourras voir les photos de tout le monde, m'avait-elle dit, en m'apprenant patiemment comment appuyer sur les petits boutons. Je lui ai demandé à quoi ça servait si personne ne publiait de photos de moi. Elle a ri. Papy, c'est pour que tu puisses voir celles des autres. Je l'ai ouvert sans trop y penser, juste parce que je n'arrivais pas à me rendormir et que la maison était trop silencieuse. La première photo que j'ai vue était celle de mon fils, Simon, mon fils unique. Il portait un costume bleu marine, élégant, avec une cravate grise et les cheveux peignés en arrière avec du gel. Je suis resté à regarder cette image comme un idiot, sans comprendre. Quand avait-il acheté ce costume? Pourquoi était-il si bien habillé? Il ne s'habillait jamais comme ça. Enfin, il ne s'habillait jamais comme ça pour moi. J'ai tapoté l'écran et d'autres photos sont apparues. Sur la deuxième, il serrait dans ses bras une femme vêtue de blanc, une longue robe avec de la dentelle sur les épaules, un bouquet de roses blanches à la main, et Simon la regardait comme si elle était la plus belle chose qu'il ait jamais vue. J'ai cligné des yeux 3 fois de suite. 4, 5, comme si cligner des yeux allait me réveiller de ce cauchemar. Je m'appelle Thomas Duval. J'ai 73 ans. Et à cet instant précis, je regarde la photo de mariage de mon fils sans comprendre comment j'en suis arrivé là. J'ai glissé vers la photo suivante. Il y avait les beaux-parents. Un type d'une 60aine d'années, costume gris coûteux, un sourire de publicité pour dentifrice, une femme en robe rose, collier de perles, coiffure de salon de luxe. Tous deux enlaçant mon fils. Tous deux souriant comme s'ils venaient de gagner au loto. Et au milieu, Simon, heureux, rayonnant, les bras autour d'eux. J'ai approché mon visage du téléphone, me cherchant. Me cherchant dans un coin de cette photo, dans un reflet. Rien. J'ai glissé vers la suivante. Un toast. Des coupes de champagne levées, des gens qui rient, une immense salle avec des lumières dorées et des fleurs blanches suspendues au plafond. Comme c'était charmant. Comme c'était élégant. Comme tout était parfait. J'ai regardé la date de la publication, hier à 19h47. J'ai levé les yeux vers l'horloge murale de ma chambre. 3h22 du matin. J'ai fait le calcul dans ma tête, lentement, parce que les chiffres ne viennent plus aussi vite qu'avant. 8 heures. Il y a 8 heures, mon fils s'était marié. Il y a 8 heures, il avait promis un amour éternel. Il y a 8 heures, il avait trinqué au champagne, coupé un gâteau et dansé la valse. Et moi? J'étais ici, dans mon appartement d'une pièce, dormant sur un matelas avec un creux au milieu à force d'usure. Ne sachant rien, sans un appel, sans une invitation, sans un « Papa, je me marie samedi ». Rien. Je suis retourné aux photos. Je les ai toutes regardées, une par une. Il y avait une 30aine d'images. 30. La salle décorée, la table d'honneur avec des nappes blanches et d'immenses centres de table floraux, le couple coupant le gâteau, les invités dansant, Simon soulevant sa femme dans ses bras pendant que tout le monde applaudissait. J'ai zoomé sur chaque photo avec des doigts tremblants, me cherchant mon visage à une table au fond, cherchant ne serait-ce que mon ombre, mais je n'y étais pas. Je n'étais nulle part. Sur aucune photo, à aucun moment. C'était comme si je n'existais pas. Comme si les 45 ans que j'avais passés à élever cet homme n'avaient été qu'un rêve. Comme si j'étais invisible. J'ai fait défiler jusqu'aux commentaires. Il y en avait des centaines. Félicitations. Quel beau couple. Les beaux-parents avaient l'air si heureux. Ce dernier commentaire m'a poignardé en plein cœur. Les beaux-parents. Oui, ils étaient heureux. Ils étaient là, au premier rang, le serrant dans leurs bras, trinquant avec lui. Et moi, son père, celui qui lui a donné la vie,
celui qui a travaillé 40 ans pour qu'il ait une assiette sur la table. Je ne méritais même pas une mention. J'ai continué à faire défiler. Tellement chanceux d'avoir une famille comme ça, disait un autre. Une famille comme ça. Une famille où je n'avais pas ma place. Une famille qui les incluait mais qui m'excluait. Je suis resté assis, parfaitement immobile, le téléphone à la main, sentant quelque chose se briser en moi. Mais ce n'était pas de la douleur. Pas encore. C'était de la confusion. C'était le choc. C'était le sentiment d'être complètement éveillé au milieu d'un cauchemar dont on ne peut s'échapper. J'ai regardé à nouveau la date, hier. Ce qui signifie qu'il y a moins de 24 heures, mon fils organisait cela. Il y a moins d'une semaine, il essayait ce costume. Il y a moins d'un mois, il envoyait les invitations. Et à aucun moment de tous ces jours, semaines, mois de préparation, à aucun moment il ne lui est venu à l'esprit d'appeler son père et de dire « Papa, je me marie ». J'ai pris une profonde inspiration et j'ai posé le téléphone, écran vers le bas, sur la table. Mais 5 secondes plus tard, je l'ai repris. Je suis retourné aux photos. Je les ai regardées à nouveau. Toutes, encore une fois, comme si j'avais besoin de confirmer qu'elles étaient réelles, que je n'hallucinais pas, que mon fils s'était vraiment marié sans me le dire. J'ai zoomé sur la photo du toast. J'ai compté les tables. 8 tables, 10 personnes par table, 80 invités. 80 personnes qui, elles, méritaient d'être là. 80 personnes qui étaient au courant du mariage avant moi. Les collègues de Simon, les amis de la mariée, les oncles, les cousins, les voisins, tout le monde sauf moi. J'ai un petit appartement ici dans le quartier de Bella Vista, avec une cuisine que j'utilise à peine, car pourquoi cuisiner si je mange seul, et un salon avec un vieux fauteuil où je passe mes après-midi à regarder la télé sans vraiment la voir. Je suis veuf depuis 5 ans, depuis que ma femme est morte d'un cancer. Mon fils est venu 3 fois pendant l'année et demie où elle a été à l'agonie. J'ai travaillé 40 ans comme ouvrier dans le bâtiment jusqu'à ce que mon corps lâche. Et j'ai un fils. Un fils qui s'est marié hier soir sans me le dire. Un fils qui m'a effacé de sa vie comme si j'étais une tâche à cacher. Un fils qui m'a appris que peu importe combien vous donnez. Si l'autre personne décide que vous ne valez rien, alors vous ne valez rien. J'ai laissé le téléphone sur la table et je me suis assis sur le lit, le dos contre le mur froid. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. Je suis juste resté là, dans le noir, les yeux ouverts, à ne rien fixer. Dehors, j'entendais l'aboiement lointain d'un chien, le moteur d'une voiture qui passe, le silence lourd de 3 heures du matin quand le monde dort. Et vous êtes le seul éveillé avec votre douleur. J'ai pensé à l'appeler, à prendre le téléphone, à composer son numéro, à attendre qu'il décroche et à lui demander « Pourquoi, mon fils ? Pourquoi m'as-tu fait ça ?» Mais je ne l'ai pas fait, parce qu'au fond de moi, je connaissais déjà la réponse. Parce qu'il ne voulait plus de moi là-bas. Je n'ai pas pleuré cette nuit-là. Mes yeux me brûlaient. Oui. Ma gorge s'est nouée. Oui. Mais les larmes ne sont pas venues. Peut-être que je n'en avais plus. Peut-être que je les avais toutes épuisées en pleurant seul à l'hôpital pendant que ma femme mourait et que mon fils ne répondait pas à son téléphone. Ou peut-être que la douleur était tout simplement trop grande pour tenir dans des larmes. C'était plus grand que ça. C'était un vide. Un trou immense dans ma poitrine où se trouvait autrefois un fils. Je n'ai pas pleuré cette nuit-là, mais quelque chose en moi, quelque chose qui m'avait maintenu debout toutes ces années, cette nuit-là, est mort. Et quand le soleil s'est levé à 6 heures du matin, je n'étais plus le même homme. Ma femme, Lucie, est décédée un mardi d'avril à 16h37. Je lui tenais la main quand elle a cessé de respirer. Une main qui avait été forte, qui cuisinait, qui cousait, qui me caressait le visage quand je rentrais fatigué du travail. Cette main est devenue lentement froide, et je l'ai gardée dans la mienne pendant encore une demi-heure parce que je ne voulais pas la lâcher. Parce que lâcher cette main signifiait accepter que Lucie était partie. Le cancer l'a emportée en 1 an et demi d'agonie. Des chimiothérapies qui ne fonctionnaient pas, une douleur qu'aucune morphine ne pouvait calmer. Et j'étais là tous les jours, dormant sur une chaise à côté de son lit d'hôpital parce que je n'allais pas la laisser mourir seule. Simon est arrivé ce jour-là à 17h30, 1 heure en retard. Il est entré en sentant le bureau, son costume froissé par la hâte. Désolé, papa. Il y avait beaucoup de circulation. Lucie le demandait depuis 3 jours. Où est Simon, me demandait-elle de sa voix faible,
chaque fois qu'elle ouvrait les yeux. Je lui mentais. Il est en route, ma chérie. Il arrive. Mais il n'arrivait pas. Je l'appelais et je tombais sur sa messagerie vocale. Je lui envoyais des textos. Ta mère te réclame. Et il répondait des heures plus tard. J'arrive, papa. J'ai juste une réunion importante au travail. Une réunion importante. Plus importante que de dire au revoir à ta mère qui est en train de mourir. Quand il est enfin arrivé ce mardi-là, elle n'était plus consciente. Elle ne pouvait plus parler. Elle ne pouvait plus le regarder. Simon s'est agenouillé près du lit, lui a touché le front et a pleuré pendant 5 minutes. 5 minutes. Puis il m'a serré dans ses bras, m'a dit, « Je suis tellement désolé, papa », et il est parti. Il avait des choses à faire. J'ai travaillé 40 ans dans la construction. J'ai commencé à 17 ans, fraîchement débarqué de la campagne, ne sachant rien faire d'autre que porter des choses lourdes et obéir aux ordres. Gamin, prends ces briques et monte-les au 3e étage, me disait-on. Et je montais sous le soleil qui vous brûle la peau en été, sous la pluie glaciale en hiver. Sans gants, parce qu'il n'y avait pas d'argent pour des gants, sans casque, parce qu'on n'en utilisait pas à l'époque. Avec rien d'autre que mon dos, mes bras, et le besoin de ramener de la nourriture à la maison. J'ai arrêté à 57 ans, quand mes genoux n'en pouvaient plus et que mon dos me faisait si mal que certains jours, je me réveillais et ne pouvais pas sortir du lit. 40 ans à porter des briques, à mélanger du ciment, à monter des murs, et tout ce sacrifice n'avait qu'un seul nom, Simon. Regardez ses mains. Sérieusement, regardez-les. Elles sont couvertes de cicatrices. Cet index est tordu parce qu'une poutre est tombée dessus pendant que j'installais un échafaudage. Cette callosité ici, sur ma paume, vient de tenir une pelle pendant si longtemps. Ces rides profondes sont le fruit de 40 ans de dur labeur. Ces mains n'ont jamais signé de gros chèques, n'ont jamais tenu de diplôme universitaire, n'ont jamais touché quoi que ce soit de délicat. Elles ont juste travaillé. Elles ont juste donné. Elles ont juste construit la vie que Simon a maintenant. Chaque fois qu'il s'assoit à son bureau climatisé, avec un café chaud et des mains propres, il devrait se souvenir de ces mains brisées qui ont payé pour cette vie. Quand Simon avait 7 ans, il est rentré de l'école en pleurant parce que les autres enfants se moquaient de lui. Je n'ai pas de basket comme eux, papa, m'a-t-il dit, le visage rouge de honte. Les baskets qu'il avait venaient d'un bac de solde. 2 tailles trop grandes pour qu'elles durent. Avec le logo qui se décollait. Je l'ai regardé le cœur brisé et j'ai dit, demain, tu auras de nouvelles baskets. Cette nuit-là, j'ai fait un double service. Je suis rentré à 2 heures du matin, le corps détruit. Et le lendemain, je l'ai emmené au magasin de chaussures et je lui ai acheté les baskets qu'il voulait, les Nike blanches avec la bande noire. Elles m'ont coûté la moitié de ma paie. Mais quand j'ai vu son visage heureux, quand je l'ai vu courir avec ses baskets, j'ai su que ça en valait la peine. Chaque heure supplémentaire, chaque mal de dos, chaque centime. J'ai économisé pendant 25 ans pour acheter la maison. 25 ans à mettre de l'argent dans une boîte de café que je gardais cachée dans le placard. Chaque mois, je mettais ce que je pouvais. Parfois c'était $100, parfois 50. Il y a eu des mois où je ne pouvais mettre que $20 parce que Simon avait besoin de fournitures scolaires, de vêtements ou d'argent pour une sortie. Mais je mettais toujours quelque chose, toujours. Pendant que mes collègues achetaient des voitures, je continuais à rouler à vélo. Pendant que d'autres partaient en vacances à la côte, je restais pour travailler. « Tu ne pars pas cet été, Thomas ?» me demandait-il. « Non, pas cette année », répondais-je. Mais la vérité, c'est que je ne suis jamais parti nulle part. Parce que chaque dollar que je ne dépensais pas pour moi était $1 de plus vers cette maison. Quand j'ai enfin eu l'argent, je suis allé à la banque et j'ai tout retiré en espèces. Je me souviens parfaitement de ce jour. Le caissier m'a regardé bizarrement quand je lui ai dit que je voulais tout en billets. « C'est beaucoup d'argent liquide, monsieur », m'a-t-il prévenu. « Ça m'est égal », ai-je dit. J'ai tout fourré dans un vieux sac à dos et j'ai marché jusqu'à l'agence immobilière, serrant ce sac comme si c'était un bébé. L'agent m'a montré la maison dans la banlieue de King's Landing. Elle était petite, une chambre avec un patio de la taille d'une table à dîner. Les murs avaient besoin d'être repeints. La salle de bain avait une fuite. La cuisine avait des carreaux cassés, mais elle était à moi. Enfin, elle pourrait être à moi. « La voulez-vous » a-t-il demandé. J'ai regardé cette maison et j'ai vu Simon y vivre, en sécurité,
avec son propre toit. Oui, ai-je dit. Je la veux. Et là, j'ai vidé le sac à dos sur son bureau. Le type a compté les billets pendant une demi-heure. Et quand il a fini, il m'a donné les clés. Simon avait 28 ans quand je lui ai donné la maison. Il venait d'obtenir son diplôme d'ingénieur. Il avait son premier emploi stable et payait un loyer exorbitant pour un appartement en ville. Je vivais dans un endroit plus petit, moins cher, juste assez grand pour moi. Un jour, je l'ai appelé et je lui ai dit de venir. Quand il est arrivé, j'avais déjà posé les clés sur la table de la cuisine. « Assieds-toi » lui ai-je dit. Il s'est assis, l'air confus. J'ai poussé les clés vers lui. « Qu'est-ce que c'est, papa » a-t-il demandé. « Ta maison » ai-je dit. « J'ai acheté une maison avec mes économies, et elle est pour toi. Pour que tu n'aies jamais à souffrir comme moi. Pour que tu n'aies jamais à payer de loyer ou à vivre dans la peur d'être expulsé. Cette maison est à toi, mon fils. » Il est resté silencieux, fixant les clés. Puis il m'a regardé et il a pleuré. Cette étreinte était réelle. Je le jure sur ma vie. Je l'ai senti. Il m'a serré fort comme il ne l'avait pas fait depuis qu'il était petit garçon. J'ai senti ses bras autour de moi. J'ai senti son souffle tremblant sur mon épaule. J'ai senti ses larmes mouiller ma chemise. « Merci, mon vieux » a-t-il dit, la voix brisée. « Merci. Je ne sais pas comment te remercier pour ça. C'est la plus grande chose que quelqu'un ait jamais faite pour moi. » J'ai posé ma main sur sa tête comme je le faisais quand il faisait des cauchemars et je lui ai dit. « Tu n'as pas à me remercier, mon fils. Sois juste heureux et pense à ton vieux père de temps en temps. » Il s'est reculé, m'a regardé dans les yeux et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Je ne te laisserai jamais tomber, papa. Je te le promets. Jamais. » Je me souviens de cette promesse chaque soir en me couchant seul. Je l'entends dans sa voix. Je ne te laisserai jamais tomber, papa. Mais il l'a déjà fait. Je n'ai jamais transféré légalement la maison. Je lui ai donné les clés. J'ai dit, elle est à toi. Et il a emménagé avec toutes ses affaires, mais les papiers, l'acte de propriété, tout est resté à mon nom. Ce n'était pas prévu. Je ne l'ai juste jamais fait. La procédure était coûteuse, compliquée. Il fallait aller chez un notaire, payer des impôts, et j'ai pensé, de toute façon, tout est pour lui. Quand je mourrai, ce sera à lui. Pourquoi gaspiller de l'argent en paperasse? De plus, au fond de moi, j'aimais savoir qu'elle était encore à moi. Que j'avais encore quelque chose. Car après lui avoir donné toute ma vie, cette maison était la seule preuve que j'avais existé, que j'avais fait quelque chose, que j'avais été un bon père. Cette étreinte, le jour où je lui ai donné les clés, a été la dernière fois que mon fils m'a touché avec amour. La dernière fois que je me suis senti vraiment important pour lui. La dernière fois que j'étais son père et non pas juste un vieil homme gênant qu'il devait saluer par obligation. Après ça, tout a changé, lentement. Mais ça a changé. Les visites sont devenues plus courtes. Les appels plus espacés. Les excuses plus fréquentes. Je ne peux pas, papa. J'ai du travail. Je ne peux pas. J'ai des projets. Je ne peux pas. Je suis occupé. Et je suis devenu de plus en plus petit dans sa vie, de plus en plus invisible, jusqu'à disparaître complètement de ses photos de mariage. Il y a 2 ans, Simon m'a appelé un dimanche après-midi. Je faisais la vaisselle de mon déjeuner, seul comme toujours, quand le téléphone a sonné. « Papa, je veux te présenter quelqu'un » a-t-il dit avec une voix que je n'avais pas entendue depuis des mois. Il avait l'air heureux, excité. J'ai rencontré une fille. Elle s'appelle Valérie, et je veux que tu la rencontres. Mon cœur a fait un bond. Mon fils, mon Simon, avait enfin trouvé quelqu'un. Bien sûr, mon fils, quand tu veux. Viens à la maison. Je nous ferai un barbecue. Il y a eu un court silence à l'autre bout du fil. Allons plutôt dans un café, papa. C'est plus calme. Je n'ai pas compris pourquoi un café était plus calme que ma maison, mais j'ai dit oui. Nous nous sommes donné rendez-vous le samedi suivant dans un café du centre-ville, un endroit où je n'avais jamais mis les pieds car une tasse de café y coûtait ce que je dépensais en nourriture pour 3 jours. Je suis arrivé une demi-heure en avance. Je portais ma plus belle chemise, la bleue claire que Lucie m'avait offerte des années auparavant, celle que je portais à peine pour ne pas l'user.
Je me suis peigné avec du gel. Je me suis lavé les mains à fond. Bien que les cicatrices et les callosités ne partent jamais, peu importe combien on frotte. Je me suis assis à une table au fond et j'ai attendu. Nerveux comme un adolescent. Je voulais faire bonne impression. Je voulais que cette fille me voie et pense, Simon a tellement de chance d'avoir un père comme ça. Quand je les ai vus entrer, je me suis levé immédiatement. Simon portait un beau costume, et elle était magnifique. De longs cheveux bruns, des vêtements chers, un sac à main de créateur. Elle marchait le dos droit, la tête haute, comme si le monde lui appartenait. Je me suis approché d'eux avec un immense sourire. Valérie, quel plaisir de vous rencontrer. Simon m'a tant parlé de vous. Elle m'a toisé de haut en bas. Ce n'était pas un regard rapide. C'était lent, délibéré. Ses yeux se sont arrêtés sur ma chemise bleu clair, qui était déjà un peu délavée. Ils sont descendus sur mes mains, sur les cicatrices, sur les callosités, sur les ongles qui ne sont jamais complètement propres, peu importe la force avec laquelle on frotte. Puis ses yeux sont remontés vers mon visage, et elle a soutenu mon regard avec une froideur qui m'a glacé le sang. Enchantée, a-t-elle dit sans sourire, sans me tendre la main. Ses mains pendaient juste à ses côtés, comme si me toucher pouvait lui transmettre quelque chose. J'ai baissé la main que j'avais tendue pour la sienne et j'ai fourré mes deux mains dans mes poches, honteux. Simon s'est raclé la gorge, mal à l'aise. Bon, asseyons-nous. Nous nous sommes assis. J'ai commandé un simple café. Ils ont commandé des noms compliqués en italien que je ne comprenais pas. Pendant toute cette rencontre, Valérie m'a à peine parlé. Quand je lui posais une question, elle répondait par monosyllabes, en regardant Simon comme si elle attendait qu'il traduise. Que faites-vous dans la vie, Valérie? Administration des affaires. Oh, c'est bien. Pour quelle entreprise travaillez-vous? Celle de mon père. Et comment va votre famille? Bien. Silence. Simon comblait les silences en parlant de tout et de rien. Le travail, le temps, une série qu'il regardait. Je hochais la tête. Je souriais. J'essayais de paraître intéressant, mais je me sentais invisible, comme si je n'étais pas vraiment là. Quand nous avons fini nos cafés, j'ai proposé de payer. Non, papa. C'est moi qui paie, a dit Simon rapidement, m'arrachant presque le portefeuille des mains. Valérie l'a regardé avec approbation, comme pour lui dire, bon garçon. À partir de ce jour, quelque chose a changé. Les visites de Simon sont devenues plus courtes, plus espacées. Avant, il venait le dimanche et restait tout l'après-midi. On buvait un café, on regardait le football, on discutait. Après avoir rencontré Valérie, il venait pour 1 heure, 2 au maximum, et il regardait toujours sa montre. Désolé, papa. Je dois y aller. Valérie m'attend. Au début, je n'ai rien dit. Je comprenais qu'il était amoureux, qu'il voulait passer du temps avec elle. Mais lentement, j'ai commencé à réaliser que ce n'était pas que ça. C'était qu'elle ne voulait pas qu'il soit avec moi. C'était que chaque minute que Simon passait avec moi était une minute qu'elle lui reprocherait plus tard. Un jour, j'ai pris mon courage à 2 mains pour lui poser des questions sur elle. Comment va Valérie, mon fils? Quand est-ce que je pourrai la revoir? Simon a changé de sujet instantanément. Elle va bien, papa. Et, j'espère que tu pourras rencontrer ses parents un jour. Ce sont des gens très intéressants. Je suis resté silencieux. J'espère que tu pourras rencontrer ses parents. Comme si j'étais quelqu'un qui devait leur être présenté. Comme si j'étais le petit ami et qu'ils étaient les beaux-parents. Puis j'ai commencé à remarquer d'autres choses. Quand je l'appelais, il répondait à voix basse, en chuchotant. Papa, je suis avec Valérie. Je peux te rappeler plus tard? Mais il ne rappelait jamais plus tard. Quand je lui envoyais des textos, il mettait des heures à répondre. Et quand il le faisait, c'était une phrase courte et sèche. D'accord, papa, on en reparle plus tard. Je ne peux pas maintenant. Un après-midi, je l'ai invité à déjeuner. J'avais préparé son plat préféré, une escalope de poulet pané et de la purée de pommes de terre, comme sa mère les faisait. J'avais acheté la viande chez le boucher du quartier. Je l'avais panée de mes propres mains. J'avais fait une purée maison avec du beurre et du lait. J'avais mis une jolie table avec la nappe que nous utilisions pour les grandes occasions. Je l'ai appelé, tout excité. Mon fils, j'ai fait des escalopes.
Tu viens déjeuner? Silence à l'autre bout du fil. Je ne peux pas, papa. Valérie veut qu'on déjeune avec sa famille. Je suis resté là, le téléphone à la main, regardant la table dressée, l'escalope encore chaude dans la poêle. Et moi, ai-je demandé, et ma voix est sortie plus faible que je ne le voulais. Je ne suis pas de la famille. Un autre silence. Plus long, plus lourd. Un autre jour, mon vieux, a-t-il finalement dit, et il a raccroché. Je me suis assis à table et j'ai regardé les 2 escalopes dans l'assiette, la purée fumante, le verre d'eau glacée, tout préparé pour partager avec mon fils. Mais mon fils n'était pas là. Mon fils déjeunait avec sa famille à elle, avec les beaux-parents, qui le serraient dans leurs bras et le traitaient comme leur propre fils. J'ai pris la fourchette et j'ai coupé un morceau d'escalope. C'était bon. Lucie les faisait exactement comme ça, mais ça n'avait aucun goût. J'ai mangé seul, en silence, écoutant le bruit des couverts contre l'assiette. Et pour la première fois en 2 ans, depuis que Simon avait rencontré Valérie, je me suis permis de penser quelque chose qui me faisait peur. Mon fils s'éloignait. Et ce n'était pas un accident. C'était intentionnel. Les semaines suivantes furent plus ou moins les mêmes. Des appels de plus en plus courts, des visites de plus en plus rares, et quand il venait, quand il se présentait enfin à mon appartement, il n'était plus le même. Il ne se détendait pas. Il n'enlevait pas ses chaussures. Il ne s'affalait pas sur le canapé comme avant. Il restait près de la porte comme s'il était pressé de partir. Nous parlions de choses insignifiantes, du temps, du travail, rien d'important. Et je mourais d'envie de lui demander, qu'est-ce qui nous est arrivé, mon fils? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais je n'avais pas le courage, parce que j'avais peur de la réponse. Parce qu'au fond de moi, je la connaissais déjà. Je n'avais pas ma place dans sa nouvelle vie. Moi, avec mes mains d'ouvrier, ma chemise délavée et mon petit appartement. Je n'étais pas le genre de père qu'il voulait montrer à Valérie. Un dimanche, il a appelé pour me dire qu'il ne pouvait pas venir. J'ai un engagement avec la famille de Valérie, papa. On se verra un autre jour. J'ai serré le téléphone. Et quand sera cet autre jour, Simon? Ça fait 1 mois que tu n'es pas passé. Il a soupiré comme si je le dérangeais. Papa, ne commence pas. Je suis occupé. J'ai une vie. Je sais, mon fils. Je veux juste te voir. Je veux juste passer un peu de temps avec toi. Un autre soupir. Je promets de venir la semaine prochaine. Je dois y aller maintenant. Il a raccroché. Je suis resté là, le téléphone à la main, sentant quelque chose se briser en moi. La semaine suivante, il n'est pas venu, ni la semaine d'après, ni celle d'encore après. Je ne comprenais toujours pas, ou peut-être que je ne voulais pas comprendre, mais elle. Elle avait déjà décidé que je ne cadrais pas, que je n'étais pas le genre de beau-père qu'elle voulait, que mes mains d'ouvrier, ma façon de parler et ma vie simple étaient une honte. Et lentement, sans que je m'en rende compte, elle m'effaçait de la vie de mon fils, pas avec des cris, pas avec des exigences, mais avec des silences, avec des engagements inventés, avec des déjeuners avec sa famille qui laissaient la mienne de côté. Et Simon la laissait faire. Il la laissait m'effacer parce que c'était plus facile que de me défendre. Le 35e anniversaire de Simon tombait un samedi d'octobre. Je me suis levé tôt ce jour-là avec une idée en tête. J'allais lui préparer le gâteau aux 3 laits qu'il adorait quand il était enfant. Celui que Lucie lui faisait chaque année et qu'il dévorait en 2 jours. Je suis sorti acheter les ingrédients au marché du quartier. Les concentrés, les évaporés, crème entière, œufs, farine. J'ai dépensé presque tout ce qu'il me restait pour la semaine, mais ça m'était égal. C'était l'anniversaire de mon fils, et même si les choses étaient étranges entre nous, même si nous n'avions pas vraiment parlé depuis des semaines, j'étais toujours son père. Et les pères fêtent leurs enfants, toujours. J'ai passé toute la matinée dans la cuisine à battre les œufs à la main car je n'ai pas de batteur électrique, à mesurer la farine avec une tasse à café car je n'ai pas de balance, à faire cuire le gâteau dans le vieux four qui chauffe de manière inégale. J'ai dû le surveiller toutes les 5 minutes pour qu'il ne brûle pas. Pendant qu'il cuisait, j'ai préparé le mélange des 3 laits, en suivant la recette que Lucie avait écrite dans un cahier taché. Quand j'ai sorti le gâteau du four, je l'ai piqué avec une fourchette et j'ai versé le mélange dessus lentement, en le regardant s'imbiber. Je l'ai laissé refroidir puis je l'ai décoré de crème fouettée. Ce n'était pas parfait. Les lettres de « Joyeux anniversaire » étaient un peu de travers,
mais je l'avais fait avec amour. Ça devait bien compter pour quelque chose. À 18h, j'ai pris le gâteau, je l'ai mis dans une boîte en carton que j'avais récupérée à la boulangerie, et je me suis dirigé vers la maison. Sa maison. La maison que j'avais achetée avec 40 ans de labeur. La maison que je lui avais donnée pour qu'il n'ait jamais à souffrir. J'ai marché les 8 pâtés de maison avec le gâteau dans les mains, sentant mes bras se fatiguer. Mais ça m'était égal. Je n'arrêtais pas de penser à son visage quand il verrait le gâteau, imaginant son sourire, son étreinte, son « merci, mon vieux. Tu n'aurais pas dû ». Je pensais que peut-être, ce geste arrangerait un peu les choses entre nous. Que nous nous assoirions ensemble, mangerions du gâteau et parlerions comme avant. Que même si ce n'était que pour un petit moment, je serais à nouveau important dans sa vie. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Il y avait des voitures garées tout le long de la rue. Beaucoup de voitures. Une BMW noire, un SUV blanc, une Mercedes grise. Des voitures chères qui n'avaient rien à faire dans ce quartier. J'entendais de la musique venir de l'intérieur, des rires, des voix. Je me suis approché de la porte et j'ai vu qu'il y avait des ballons attachés au portail, des ballons dorés et noirs, des décorations élégantes et coûteuses. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Il y avait une fête d'anniversaire, et je n'étais pas invité. J'ai sonné à la porte d'une main tremblante, tenant le gâteau de l'autre. J'ai attendu. La musique continuait à l'intérieur. Les voix continuaient à rire. J'ai sonné à nouveau et finalement, la porte s'est ouverte. Simon est apparu sur le seuil. Il portait une chemise blanche coûteuse, un pantalon de ville noir, les cheveux coiffés avec du gel. Il avait un verre de vin à la main. Et quand il m'a vu, son visage a changé. Le sourire a disparu. Ses yeux se sont agrandis avec quelque chose qui n'était pas de la joie. Était-ce de la panique? De la honte? Je ne sais pas. Mais ce n'était pas du bonheur. Papa. C'est sorti comme un murmure, comme une malédiction. Qu'est-ce que tu fais là? Ce n'était pas une question. C'était un reproche. C'était un « tu ne devrais pas être là ». J'ai levé le gâteau, en souriant, essayant d'agir naturellement. Je suis venu te voir, mon fils. Je t'ai fait ton gâteau préféré, le gâteau aux 3 laits. Tu te souviens? Simon a regardé le gâteau. Puis il m'a regardé. Puis il a jeté un coup d'œil à l'intérieur de la maison comme s'il calculait quelque chose. J'ai regardé par-dessus son épaule, moi aussi, et ce que j'ai vu m'a brisé l'âme. Valérie était là, dans une élégante robe noire, parlant à un groupe de personnes. Les beaux-parents étaient assis sur le canapé. Le canapé que je l'avais aidé à choisir quand il a emménagé, buvant du champagne. Il y avait des plateaux de nourriture coûteuse, des verres en cristal, de la musique douce, tout le monde bien habillé, bien coiffé, sentant le parfum. Et j'étais là, dans mon jean usé, ma chemise à carreaux, mes vieilles chaussures, tenant un gâteau fait maison avec des lettres de travers, un gâteau qui semblait soudain pathétique, ridicule, pauvre. Merci, papa, a dit Simon. Et sans attendre de réponse, il m'a pris le gâteau des mains. Il l'a regardé une seconde comme s'il ne savait pas quoi en faire. Et puis il l'a simplement posé par terre, sur le porche. Par terre, comme si c'était une ordure. Comme si c'était quelque chose qu'il fallait vite faire disparaître. Mais on est en plein milieu de quelque chose là. Je t'appelle plus tard. D'accord? Il a fait un pas en arrière, fermant déjà la porte. Je suis resté là, les mains vides, la bouche ouverte, incapable de dire quoi que ce soit. Simon, je... Mais avant que je puisse finir la phrase, il a fermé la porte. Il m'a claqué la porte au nez. Au nez de son père, qui venait de marcher 8 pâtés de maison avec un gâteau fait avec amour. Il a fermé la porte et m'a laissé dehors, seul, sur le porche de la maison que je lui avais donnée. Je suis resté là, je ne sais combien de temps, à fixer la porte fermée, écoutant les rires venant de l'intérieur, la musique, le bruit des verres qui trinquent, les « joyeux anniversaires » qui n'étaient pas pour moi. J'ai baissé les yeux. Le gâteau était toujours là, par terre, dans sa boîte en carton bon marché. Un coin de la boîte était écrasé par l'impact. J'ai pensé à le ramasser et à le remporter, mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas me pencher pour ramasser ce gâteau, car si je le faisais, je me serais effondré là, sur place. Alors, j'ai fait demi-tour et j'ai commencé à marcher.
Lentement d'abord, puis plus vite. Et puis je courais presque, les yeux brûlants, la gorge serrée, les mains vides. Si vous écoutez mon histoire, s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Parfois, savoir qu'il y a des gens dans le monde qui me comprennent me donne la force de continuer à parler. J'ai refait les 8 pâtés de maison jusqu'à mon appartement la tête basse, priant Dieu pour qu'aucun voisin ne me voie comme ça. Je ne voulais pas que quelqu'un me demande ce qui s'était passé. Je ne voulais pas avoir à expliquer que mon fils m'avait claqué la porte au nez. Qu'il m'avait laissé à l'extérieur de sa fête comme si j'étais un vendeur. Qu'il avait laissé mon gâteau par terre comme si ce n'était rien. Quand je suis arrivé à mon appartement, je me suis assis sur le canapé sans allumer la lumière. Je suis juste resté là dans le noir, les mains tremblantes, essayant de respirer. Je n'ai pas dîné ce soir-là. Je n'ai pas allumé la télé. Je n'ai rien fait. Je suis juste resté assis dans le noir, rejouant ce moment encore et encore. Son visage quand il m'a vu. La panique dans ses yeux. La façon dont il a attrapé le gâteau et l'a posé par terre. La façon dont il a fermé la porte, vite, comme s'il voulait me cacher, comme s'il avait honte de moi. Et le pire, ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas la porte fermée. C'était de réaliser qu'il y avait 80 personnes à l'intérieur qui fêtaient mon fils. 80 personnes qui étaient invitées, qui méritaient d'être là. Des collègues, les amis de Valérie, les beaux-parents, les oncles, les cousins, tout le monde sauf moi. Tout le monde sauf l'homme qui l'a élevé seul après la mort de sa mère. Tout le monde sauf l'homme qui a travaillé 40 ans pour lui donner la maison même où il me fermait maintenant la porte au nez. Ce jour-là, ce samedi d'octobre, j'ai compris quelque chose que je niais depuis des mois. Mon fils avait honte de moi. De mes mains d'ouvrier, de mes vêtements bon marché, de ma façon simple de parler, de ma vie simple. Je ne cadrais pas dans sa nouvelle vie élégante avec la famille de sa riche petite amie, leur coupe de champagne et leur musique douce. J'étais une erreur de son passé qu'il fallait cacher. Et lui, il me cachait, petit à petit, fête après fête, événement après événement, jusqu'au jour où il m'effacerait complètement. Et ce jour-là, assis sur mon canapé dans le noir, j'ai senti quelque chose en moi se durcir. Ce n'était plus de la tristesse. C'était autre chose. C'était la graine de quelque chose que je ne reconnaissais pas encore. Mais je savais qu'elle commencerait bientôt à grandir. Après l'anniversaire, quelque chose en moi s'est brisé, mais pas de la manière à laquelle on pourrait s'attendre. Il n'y a pas eu d'explosion, pas de pleurs incontrôlables. C'était quelque chose de plus silencieux, de plus définitif. J'ai commencé à marquer les jours sur le calendrier de la cuisine. Ce vieux calendrier que la boulangerie me donne chaque année avec les jours des saints et les phases de la lune. Chaque jour qui passait sans que Simon ne m'appelle, je traçais une petite ligne rouge avec un marqueur. Au début, je pensais que c'était stupide, que c'était quelque chose qu'un vieil homme aigri ferait. Mais j'avais besoin de le voir. J'avais besoin d'une preuve physique que je n'exagérais pas, que le silence de mon fils était réel. La première semaine, il y avait 2 lignes rouges. La deuxième semaine, 5. La troisième semaine, 7. Et j'ai continué à marquer. 12 jours sans appel, puis 18, puis 23. Le calendrier se remplissait de lignes rouges comme une sentence de prison. Comme si chaque jour qui passait était un jour de plus où je cessais d'exister pour lui. Je regardais ce calendrier chaque matin en buvant mon café, comptant les lignes, les additionnant dans ma tête. 31 jours. Un mois entier sans que mon fils ne m'appelle. Sans qu'il me demande comment j'allais, sans qu'il me dise « Eh, mon vieux, comment ça va ?» Un mois entier où, pour lui, je n'existais pas. Et le pire, c'est que je n'appelais pas non plus. Parce que j'avais peur. Peur de le déranger, peur qu'il me dise encore qu'il était occupé, peur de confirmer ce que je savais déjà, que j'étais un fardeau pour lui. Mais il est arrivé un point où je n'en pouvais plus. C'était un mercredi, le 23e jour sans nouvelles de lui, et j'avais besoin d'entendre sa voix, même si ce n'était que pour 2 minutes. J'ai pris le téléphone, composé le numéro que je connaissais par cœur, et j'ai attendu. 1, 2, 3 sonneries. Allô, papa. Sa voix semblait pressée, comme toujours. Mon fils, comment vas-tu? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Silence à l'autre bout du fil. Le bruit des voitures. Il était dans la rue. Ouais, papa. Désolé, je suis juste débordé de travail. Tu as besoin de quelque chose?
Tu as besoin de quelque chose. Comme si la seule raison pour laquelle j'appellerais serait si j'avais besoin de quelque chose. Comme si je ne pouvais pas simplement appeler parce qu'il était mon fils et qu'il me manquait. Non, mon fils. Je voulais juste savoir comment tu allais. Bien. Bien. Tout va bien. Écoute, je suis sur le point d'entrer en réunion. Je t'appelle plus tard. D'accord? Je t'appelle plus tard. Cette phrase, c'était devenu le mensonge le plus courant de sa vie. Mais il n'appelait jamais. 4 jours de plus passèrent. 5. 6. Les lignes rouges sur le calendrier continuaient de s'accumuler, et je continuais d'attendre cet appel qui n'arrivait jamais. Je m'asseyais sur le canapé avec le téléphone à côté de moi, le fixant, attendant qu'il sonne, mais il ne sonnait pas. Ou alors il sonnait pour des démarcheurs. Monsieur Duval, nous aimerions vous proposer un nouveau forfait Internet. Non, merci. Je raccrochais et je continuais d'attendre comme un idiot, comme un vieil homme pathétique qui n'a rien de mieux à faire que d'attendre que son fils se souvienne qu'il existe. Je me détestais pour ça, mais je ne pouvais pas m'arrêter. C'est pendant ces jours d'attente que je suis tombé malade. D'abord, un mal de tête, puis des frissons, puis de la fièvre. J'ai pris ma température avec le vieux thermomètre que Lucie gardait dans l'armoire à pharmacie. 38,3. Je me suis couché en pensant que ça passerait avec quelques aspirines et une bonne nuit de sommeil, mais ça n'est pas passé. Le lendemain, la fièvre était montée à 38,9. Tout mon corps me faisait mal. Mes articulations, mon dos. Même mes os me faisaient mal. Je me suis levé pour aller aux toilettes et j'ai failli tomber. Mes jambes ne répondaient plus correctement. Ma tête tournait. Je suis retourné au lit en tremblant. Et là, seul, le corps brûlant, l'esprit embrumé par la fièvre, j'ai pensé, j'ai besoin d'aide. J'ai attrapé le téléphone d'une main tremblante et j'ai appelé Simon. Il était 11 heures du matin, un jeudi. Il était censé être au travail, mais j'ai pensé que peut-être que si je lui disais que j'étais malade, il viendrait me voir. Peut-être qu'il m'apporterait à manger. Peut-être qu'il resterait un petit moment, juste pour me tenir compagnie. Le téléphone a sonné 6 fois avant qu'il ne réponde. Papa. Sa voix semblait impatiente. J'entendais des voix en arrière-plan. Des rires. Mon fils. Ma voix est sortie, faible. Je ne me sens pas bien. J'ai une forte fièvre. Je suis seul ici. Et papa, je ne peux pas maintenant. Je suis à un déjeuner de travail. Mais mon fils, je me sens vraiment mal. Je ne sais pas si. Papa, écoute-moi. Fais-toi une tisane. Repose-toi. Et si tu te sens toujours mal, va à l'hôpital. Je ne peux pas y aller maintenant. Je t'appelle plus tard, d'accord? Et il a raccroché. Je suis resté là avec le téléphone à la main, fixant l'écran noir, incapable d'y croire. Fais-toi une tisane. C'est ce qu'il m'a dit. Comme si une tasse de tisane allait me guérir. Comme si j'étais un enfant avec un rhume et non un homme de 73 ans avec une forte fièvre, vivant seul. J'ai laissé le téléphone sur la table de chevet et je me suis recouché. La fièvre continuait de monter. 39,4, 40. J'ai commencé à délirer. Je voyais des ombres au plafond. J'entendais des voix. À un moment, j'ai juré que Lucie était là, assise au bord du lit, me caressant le front comme elle le faisait quand j'étais malade. Ça va, Thomas. Ça va passer. Mais quand j'ai tendu la main pour la toucher, il n'y avait personne. Juste le vide. J'ai passé 3 jours comme ça. 3 jours au lit, seul, tremblant de fièvre, ne me levant que pour aller aux toilettes et boire de l'eau. Je n'ai rien mangé. Je n'avais pas la force de cuisiner. J'arrivais à peine à aller jusqu'à la cuisine, remplir un verre d'eau et retourner au lit. Le frigo contenait un yaourt périmé et une demi-miche de pain rassis. Rien d'autre. Mes voisins ne savaient pas que j'étais malade. Personne n'a frappé à ma porte. Personne n'a pris de mes nouvelles. Pendant ces 3 jours, j'ai cru que j'allais mourir là, seul, dans ce lit. Et que personne ne le découvrirait avant que l'odeur n'alerte les voisins, des jours plus tard. Et le plus triste, c'est qu'au fond de moi, une partie de moi n'avait pas peur de ça. Une partie de moi était déjà si fatiguée que mourir seul ne semblait pas si terrible. Le 4e jour, la fièvre est tombée.
Je me suis réveillé trempé de sueur, mais avec la tête plus claire. Je me suis levé lentement, testant si mes jambes allaient me tenir. Je suis allé à la salle de bain, je me suis regardé dans le miroir. J'étais hagard, des cernes sous les yeux. 10 ans de plus qu'une semaine auparavant. J'ai pris une longue douche, laissant l'eau chaude laver la sueur et la peur. J'ai mis des vêtements propres. Je me suis fait une tisane et une tranche de pain grillé. Et puis, quand je me suis senti assez fort, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé Simon. J'avais besoin de lui dire que j'avais été malade. J'avais besoin qu'il sache que j'avais passé un très mauvais moment et qu'il n'était pas là. Peut-être que ce n'était pas pour le faire culpabiliser. Peut-être que j'avais juste besoin qu'il le sache. Il a répondu à la 3e sonnerie. Papa. Simon, je t'ai appelé il y a quelques jours. J'étais malade. Très malade. 3 jours avec une forte fièvre. Seul. Je ne pouvais pas manger ou. Oh, ouais. Il m'a coupé comme si je lui disais qu'il avait plu. C'est super que tu ailles mieux, papa. Écoute, je suis au milieu de quelque chose d'important en ce moment. Je peux t'appeler plus tard? Il n'y avait aucune inquiétude dans sa voix, aucune culpabilité, rien. C'était la voix de quelqu'un qui répond au téléphone juste par politesse, mais qui pense déjà à raccrocher. Simon, j'ai passé un très mauvais moment. J'ai pensé que... Papa, je dois y aller. On en reparle plus tard. Et il a raccroché. Il n'a pas attendu que je finisse ma phrase. Il n'a pas demandé ce qui n'allait pas. Il n'a pas proposé de passer. Il n'a rien dit. Il a juste raccroché. Et je suis resté assis sur mon canapé avec le téléphone à la main et la tisane froide sur la table. J'étais son père. L'homme qu'il a élevé seul après la mort de sa mère. L'homme qui a travaillé 40 ans pour qu'il puisse avoir une vie meilleure. L'homme qui lui a donné une maison. Mais pour lui, à ce moment-là, je n'étais plus ça. J'étais un obstacle, une obligation agaçante, un vieil homme qui appelait trop et demandait une attention qu'il ne voulait plus donner. Et le pire, c'est qu'il ne savait pas comment me sortir de sa vie sans passer pour le méchant. Alors il m'a simplement effacé, petit à petit, appel par appel, silence par silence, jusqu'à ce que je cesse simplement d'exister. Jusqu'à ce que je ne sois plus qu'un numéro dans ses contacts qui sonnaient de temps en temps et auquel il répondait avec agacement. 2 mois après ma maladie, ma voisine du 4e étage, Marthe, est venue me rendre visite. Elle a 60 ans, veuve comme moi. De temps en temps, elle m'apporte un ragoût ou nous prenons un café dans mon appartement. Ce jour-là, elle est venue avec son téléphone à la main et un sourire. « Monsieur Thomas, vous utilisez Instagram ?» J'ai secoué la tête. J'ai l'application parce que ma petite fille l'a installée, mais je ne sais pas m'en servir. Marthe s'est assise à côté de moi. Laissez-moi vous apprendre. C'est facile. Vous pouvez voir les photos de votre famille, de vos amis. C'est sympa. Elle a pris mon téléphone et a commencé à m'expliquer comment chercher des gens, comment voir les photos, comment les aimer. J'ai hoché la tête, essayant de comprendre, mais au fond de moi, je n'en voyais pas l'intérêt. Jusqu'à ce que Marthe dise, cherchez votre fils. Comme ça, vous pourrez voir ce qu'il fait. Quand Marthe est partie, je suis resté là avec le téléphone à la main. Cherchez votre fils. L'idée m'a rendu curieux. Ça faisait presque 2 mois que je ne l'avais pas vu. Presque 1 mois que nous n'avions pas parlé plus de ces 2 minutes quand je l'ai appelé après avoir été malade. Peut-être que sur Instagram, je pourrais voir ce qu'il faisait, comment il allait, avec qui il était. J'ai ouvert l'application, je suis allé sur l'icône de recherche comme Marthe me l'avait appris, et j'ai tapé son nom, Simon Duval. Son profil est apparu. Sa photo était de lui, souriant, portant des lunettes de soleil sur une plage que je ne reconnaissais pas. J'ai tapoté son nom pour en voir plus, et c'est là que j'ai trouvé quelque chose auquel je ne m'attendais pas, ce compte est privé. Je ne pouvais rien voir. Pas les photos, rien. Mon propre fils avait un profil privé, et je ne pouvais pas voir sa vie. Je me suis senti comme un idiot, comme un espion. Mais ma curiosité était plus forte que ma honte. Je suis retourné en arrière et j'ai créé un nouveau compte. Je n'ai pas utilisé mon nom. J'ai mis Pierre Lemoine, un nom au hasard. Et pour la photo de profil, j'ai téléchargé une image de paysage que j'ai trouvée sur Internet. Rien qui ne m'identifie. J'ai à nouveau cherché Simon et je lui ai envoyé une demande d'amis depuis ce faux compte.
Pierre Lemoine souhaite vous suivre. J'ai laissé le téléphone sur la table et je suis allé préparer le dîner, me sentant ridicule. Qu'est-ce que je faisais? Espionner mon propre fils? Créer de faux comptes comme un adolescent? Mais je ne pouvais pas m'arrêter, parce que j'avais besoin de savoir. J'avais besoin de voir ce qui était si important dans sa vie qu'il avait dû m'oublier. Le lendemain, j'ai vérifié mon téléphone. Simon avait accepté ma demande. Pierre Lemoine suit maintenant Simon Duval. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je suis allé sur son profil et maintenant, je pouvais tout voir. Il y avait des centaines de photos. J'ai commencé à faire défiler, les regardant une par une. Simon dans un restaurant chic, trinquant avec Valérie. Simon en voyage à la plage avec elle. Simon chez ses beaux-parents à un barbecue, en train de rire. Simon à une fête d'anniversaire entouré de gens que je ne connaissais pas. Photo après photo d'une vie que je ne connaissais pas. D'une vie dont je ne faisais pas partie. J'ai continué à faire défiler. Plus de dîners. Plus de voyages, plus de célébrations. Je n'étais sur aucune des photos. Pas une seule. Et puis je les ai vues. Les photos du mariage. Elles étaient là. Postées il y a 2 jours. Mon doigt s'est figé sur l'écran. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Simon en costume. Valérie en robe blanche. Une salle élégante. Des fleurs, des verres, des gens heureux. Mon fils s'était marié. Il s'était marié. Et je n'en savais rien. J'ai regardé la date de la publication, il y a 2 jours. Mais dans la description, il était écrit « Le plus beau jour de notre vie, 14 novembre ». J'ai fait le calcul rapidement. Aujourd'hui, nous étions le 16. Le mariage avait eu lieu il y a 3 jours. Non, attendez. J'ai lu les commentaires. Magnifique mariage. Félicitations. Et puis j'ai vu un autre commentaire qui disait « La fête d'hier était si belle. » Hier. La fête était hier. Donc la cérémonie civile a eu lieu il y a 3 jours et la grande fête était hier. Je suis resté figé, essayant de comprendre ce que je voyais. Mon fils avait organisé un mariage complet, cérémonie civile, réception, une salle, des décorations, des invitations, un traiteur, un photographe. Tout cela prend des mois de planification. Des mois à choisir le lieu, à goûter la nourriture, à envoyer les invitations, à confirmer les invités. Des mois où il était occupé à préparer le jour le plus important de sa vie. Et à aucun moment de tous ces mois, il ne lui est venu à l'esprit de m'appeler et de dire « Papa, je me marie ». Pas même à la fin, pas même la veille. Rien. Je l'ai découvert 2 jours plus tard en espionnant son Instagram avec un faux compte. Voilà ce qu'il avait fait de moi, un vieil homme triste qui espionne son fils. Parce que c'était le seul moyen de savoir ce qui se passait dans sa vie. J'ai commencé à lire les commentaires, cherchant quelque chose, n'importe quoi qui me dirait que je n'étais pas fou, qu'il était normal de ressentir ce que je ressentais. Il y avait des centaines de commentaires. Quel beau couple, les plus beaux mariés, quelle fête incroyable. Et puis j'en ai vu un qui m'a enfoncé un couteau dans la poitrine. Il venait du beau-père, le même type que j'avais vu sur les photos de la fête d'anniversaire. Celui au costume gris coûteux. Son commentaire disait « Bienvenue dans la famille, mon fils. Nous sommes si fiers de toi. Mon fils. » Il l'appelait « mon fils ». Et Simon avait répondu avec un emoji cœur. J'ai fait défiler un peu plus et j'ai trouvé un autre commentaire de la belle-mère. Maintenant, tu as enfin une famille qui te mérite. Nous t'aimons tellement. Une famille qui te mérite. Comme si je ne le méritais pas, comme si je n'avais pas été assez bien, comme si 40 ans à l'élever seul ne comptait pour rien. J'ai continué à regarder les photos, une par une, les mains tremblantes. J'ai cherché la moindre mention de moi, merci à mon père qui n'a pas pu être là, je dédie ce moment à mon vieux qui m'a toujours soutenu. N'importe quoi. Mais il n'y avait rien. Je n'existais pas à ce mariage. Je n'existais pas dans sa vie. C'était comme si j'étais mort des années auparavant et que personne n'avait pris la peine de me le dire. J'ai zoomé sur les photos de la salle, me cherchant à une table au fond, pensant que peut-être il m'avait invité et que j'avais oublié d'y aller. Mais non, je n'étais nulle part. J'ai compté les tables. 10 tables, 10 personnes par table, 100 invités.
100 personnes qui méritaient d'être là. 100 personnes qui étaient plus importantes que moi, son père. Je suis resté assis sur le canapé jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Je n'ai pas allumé la lumière. Je n'ai pas préparé le dîner. Je n'ai rien fait d'autre que de regarder ces photos encore et encore, comme si les regarder assez de fois me ferait comprendre ce qui s'était passé. Mais il n'y avait rien à comprendre. C'était simple. Mon fils m'avait effacé de sa vie. Il m'avait remplacé. Les beaux-parents étaient ses nouveaux parents. Valérie était sa nouvelle famille. Et moi. J'étais le passé embarrassant qu'il fallait cacher. Le père col bleu avec les mains brisées et les vêtements bon marché qui ne cadraient pas dans sa vie élégante. J'ai senti quelque chose se fracasser dans ma poitrine. Ce n'était plus de la douleur. C'était autre chose. C'était la clarté. C'était de comprendre enfin que je ne serais jamais assez bien pour lui. Que peu importe combien je lui donnais, combien je me sacrifiais, combien je l'aimais. Ce ne serait jamais assez. Si vous avez déjà été effacé comme ça, si vous savez ce que c'est que d'être exclu des moments les plus importants, abonnez-vous à cette chaîne. Vous n'êtes pas seul dans cette douleur. Il y a des milliers de personnes qui savent ce que c'est que d'être invisible pour quelqu'un qui est censé vous aimer. J'ai laissé le téléphone sur la table et je suis juste resté là, dans le noir, à écouter le silence de mon appartement. Des voitures passaient dehors. Un chien aboyait au loin. La vie continuait, indifférente à ma douleur. Et moi, pour la première fois de ma vie, j'ai senti que je ne voulais plus continuer à mendier de l'amour. Je ne voulais plus continuer à attendre que mon fils se souvienne que j'existais. Je ne voulais plus continuer à ressentir cette humiliation constante d'être ignoré, exclu, effacé. Quelque chose en moi a changé cette nuit-là. Quelque chose s'est durci. Parce que c'est une chose d'être oublié. C'en est une autre d'être remplacé. Et ça, je n'allais pas le pardonner. Mon fils ne m'a pas seulement exclu de son mariage. Il m'a remplacé. Il s'est trouvé de nouveaux parents qui semblaient meilleurs que moi. Des parents avec de l'argent, un nom, une grande maison et un vocabulaire élégant. Des parents qui ne lui rappelaient pas d'où il venait. Qui ne lui rappelaient pas que sa jolie vie avait été payée par un vieil homme qui s'était cassé le dos à poser des briques. Et moi, on m'a laissé là, seul dans mon petit appartement, à regarder les photos de la famille parfaite que mon fils s'était choisie. Une famille où je n'avais pas ma place, où je n'aurais jamais ma place. Parce que je n'étais plus son père. J'étais juste l'erreur de son passé qu'il avait réussi à effacer. Mais il a commis une erreur. Il a oublié que la maison dans laquelle il vivait, la maison où il amènerait sûrement sa nouvelle femme, la maison qui lui offrait cette vie confortable, cette maison était toujours à moi. 3 jours passèrent sans que j'appelle Simon. 3 jours à regarder le téléphone, à le prendre, à composer les premiers chiffres, puis à les effacer. 3 jours à me trouver des excuses. Peut-être qu'il ne m'a pas invité parce qu'il pensait que j'étais encore malade. Peut-être qu'il voulait quelque chose de petit et qu'il ferait une célébration en famille plus tard. Peut-être que c'était un malentendu. Je cherchais des explications là où il n'y en avait pas, parce que la vérité fait mal. Et je n'étais toujours pas prêt à accepter que mon fils m'avait effacé exprès, que ce n'était pas un oubli, que ce n'était pas une erreur, que c'était une décision consciente de m'exclure du jour le plus important de sa vie. Mais au fond de moi, je le savais déjà. J'avais juste besoin de l'entendre le dire. Le 4e jour, je me suis réveillé à 5 heures du matin, le cœur battant. J'avais rêvé de Lucie. Elle était assise au bord de mon lit, jeune comme quand nous nous sommes mariés, et elle me regardait tristement. « Demande-lui, disait-elle. Tu dois lui demander. » Je me suis réveillé avec cette voix dans la tête. Je devais lui demander. Je devais l'entendre de sa bouche. Même si ça faisait mal, même si ça me détruisait. Je me suis levé. J'ai fait du café. Je me suis assis à la table de la cuisine avec le téléphone à la main. Il était 6h30 du matin. Trop tôt pour appeler. J'ai attendu jusqu'à 9h, puis 10h, puis 11h. À 11h20, je ne pouvais plus attendre. J'ai composé son numéro d'un doigt tremblant. Le téléphone a commencé à sonner. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4. Je pensais qu'il ne répondrait pas. Je pensais que ça tomberait sur la messagerie vocale et que je devrais laisser un message pathétique lui demandant pourquoi il ne m'avait pas invité à son mariage. Mais à la 5e sonnerie, il a répondu. Papa. Mon fils. Ma voix s'est brisée.
Je me suis éclairci la gorge. Mon fils, j'ai besoin de te parler. Papa, je suis en lune de miel. Je ne peux pas parler maintenant. Lune de miel. Ces deux mots m'ont frappé comme des poings. Lune de miel. Après un mariage auquel je n'étais pas allé. Après une fête où je n'existais pas. Ça ne prendra que 2 minutes, lui ai-je dit. J'ai entendu un long soupir à l'autre bout du fil. Des voix en arrière-plan. Valérie demandant quelque chose. Simon couvrant le téléphone et lui répondant. Puis il est revenu. D'accord, fais vite. J'ai dégluti. Les mots étaient coincés dans ma gorge. Mon fils, j'ai vu les photos sur Instagram. Les photos de ton mariage. Silence à l'autre bout du fil. Un long silence lourd qui a confirmé tout ce que j'avais besoin de savoir. Il savait que je savais, et il s'en fichait. Tu t'es marié? Ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. J'avais besoin de l'entendre dire oui. J'avais besoin qu'il l'admette. Oui, a-t-il finalement dit. Un seul mot, sec, sans explication, sans excuse. Et pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Ma voix est sortie plus faible que je ne le voulais, plus brisée. C'était quelque chose d'intime, papa. Quelque chose d'intime. Je me suis accroché à ce mot comme un noyé. Peut-être que c'était intime. Peut-être que c'était juste deux et un juge. Peut-être que les photos venaient d'autre chose. Intime, ai-je répété, et ma voix est sortie plus dure. Simon, j'ai vu les photos. J'ai compté les tables. Il y avait 80 personnes. Il y avait une salle décorée de fleurs. Il y avait un traiteur. Il y avait un photographe. Il y avait de la musique. Ce n'est pas intime, ça. C'est une grande fête à laquelle tu as décidé de ne pas m'inviter. Silence à nouveau. Je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout du fil. Je pouvais l'imaginer là-bas, dans un hôtel de plage avec Valérie à ses côtés, agacé que son père gâche sa lune de miel avec des reproches. Papa, ne commence pas, a-t-il finalement dit. Sa voix avait ce ton exaspéré qu'on utilise quand quelqu'un vous ennuie avec quelque chose dont vous ne voulez pas parler. Je dois y aller. Non, ai-je dit, et j'ai été surpris de la fermeté de ma voix. Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'expliques pourquoi. Pourquoi quoi, papa? Sa voix a un peu monté. Il s'énervait, comme si c'était moi qui faisais quelque chose de mal. Pourquoi ne m'as-tu pas invité à ton mariage? Je suis ton père, Simon. Je t'ai élevé seul après la mort de ta mère. J'ai travaillé 40 ans pour tout te donner. Je t'ai donné une maison, et toi, tu te maries et tu ne me le dis même pas. Pourquoi? Le silence qui a suivi a été le plus long de tous. Je pouvais entendre l'océan en arrière-plan, les mouettes, les gens qui riaient au loin, et mon fils à l'autre bout du fil, choisissant ses mots. Sachant que tout ce qu'il dirait changerait tout entre nous. Parce que je savais que tu ferais ça, a-t-il finalement dit. Sa voix semblait fatiguée, résignée. Te plaindre, me faire sentir coupable. Tout gâcher avec tes drames. Je suis resté figé. Mes drames? Les mots sortaient à peine. Simon, tu m'as exclu du jour le plus important de ta vie. Et c'est moi qui fais des drames. Papa, je voulais que ce soit un jour parfait. Sans complication. Et toi, tu es toujours une complication. Une complication. Ce mot m'a traversé comme une balle. J'étais une complication. Moi qui lui avais donné la vie. Moi qui avais tout sacrifié pour lui. J'étais le problème. Une complication, ai-je répété, n'en croyant pas mes oreilles. Oui, a-t-il dit, et maintenant sa voix semblait agacée, comme si je le forçais à dire des choses qu'il ne voulait pas dire. Valérie et sa famille sont. Ils sont d'un autre niveau, tu comprends? Et je ne voulais pas. Je ne voulais pas que tu te sentes mal à l'aise. Je ne voulais pas qu'il te voie. Et il n'a pas fini la phrase. Il n'en avait pas besoin. Je comprenais parfaitement. Il ne voulait pas qu'il me voie. Il ne voulait pas que ses élégants beaux-parents rencontrent son père col bleu avec les mains brisées et les vêtements bon marché. Il ne voulait pas que je gâche son image. Il ne voulait pas que je rappelle à tout le monde d'où il venait. Alors tu m'as caché, ai-je dit. Ce n'était pas une question. C'était une confirmation. Ce n'est pas comme ça, papa.
Si, c'est comme ça, Simon. Tu m'as caché comme si j'étais quelque chose dont il fallait avoir honte. Papa, arrête. Il a haussé la voix pour la première fois. C'est fait. C'est fini. Je ne peux pas changer le passé. Si tu veux être en colère, sois en colère. Mais je ne vais pas continuer à parler de ça. Je dois y aller. Simon, attends. Mais il avait déjà raccroché. J'ai entendu la tonalité. Et je suis juste resté là, le téléphone pressé contre mon oreille, écoutant ce son. Incapable de bouger. Je suis resté assis à la table de la cuisine pendant des heures. Le café a refroidi. Le soleil a traversé la fenêtre. Les ombres ont changé de place. Et je suis juste resté là avec le téléphone à la main, rejouant la conversation dans ma tête encore et encore. Tu es toujours une complication. Je ne voulais pas qu'il te voie. Je ne vais pas continuer à parler de ça. Chaque phrase était un nouveau coup. Chaque mot était une confirmation de ce que je savais déjà, mais que je ne voulais pas accepter. Mon fils avait honte de moi. Ce n'était pas un oubli. Ce n'était pas une erreur. C'était une décision consciente, planifiée, exécutée avec froideur. Il m'a exclu exprès parce que je ne cadrais pas dans sa nouvelle vie, parce que j'étais le passé pauvre qu'il fallait cacher. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté au lit à fixer le plafond, les yeux ouverts dans l'obscurité. La conversation se répétait dans ma tête comme un disque rayé. Et soudain, comme un éclair, j'ai compris quelque chose qui m'a glacé le sang. Toute cette distance des 2 dernières années, toutes ces excuses, toutes ces visites courtes et ces appels annulés, ce n'était pas parce qu'il était occupé. C'était parce qu'il préparait le terrain pour m'effacer. D'abord, il m'a éloigné petit à petit, pour que lorsqu'il m'exclurait enfin de son mariage, je serais déjà si loin de sa vie que ça se remarquerait à peine. C'était un plan, un long plan calculé pour se débarrasser de moi sans avoir à donner d'explication. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas qu'il m'avait oublié. C'était qu'il m'avait caché exprès, avec préméditation, par honte que j'existe. Et ça faisait plus mal que tout le reste. Parce que c'est une chose d'être oublié dans un moment de folie ou de stress. C'en est une autre d'être caché parce qu'on vous considère comme une honte, parce qu'on pense que vous êtes une tache sur leur vie parfaite. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, fixant l'obscurité, j'ai senti quelque chose se briser pour toujours entre nous. Quelque chose qui ne pourrait jamais être réparé. Parce que l'amour peut survivre à beaucoup de choses, mais il ne peut pas survivre à la honte. Quand votre enfant a honte de vous, c'est la fin de tout. Je ne l'ai plus appelé. Je ne lui ai plus envoyé de message. Je ne me suis plus plaint. Le silence qui a suivi cette conversation était différent de tous les silences précédents. Avant, quand il n'appelait pas, je souffrais. J'attendais. Je regardais le téléphone, priant pour qu'il sonne. Mais maintenant, le silence était le mien. C'était ma décision. Et il y avait quelque chose de libérateur là-dedans. Quelque chose qui me rendait un peu de dignité. Les jours passèrent, 1 semaine, 2 semaines. Simon n'appelait pas non plus. Il ne demandait pas comment j'allais. Il n'essayait pas d'arranger les choses. Et moi, j'ai commencé à planifier. J'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à me souvenir de quelque chose que j'avais oublié. La maison était toujours à moi. Je me suis réveillé un mardi à 6 heures du matin avec une clarté d'esprit que je n'avais pas eue depuis des mois. Je me suis levé, je me suis fait un café fort, et je suis allé directement au placard de la chambre. Au fond, caché derrière de vieilles boîtes, se trouvait le petit coffre-fort que Lucie et moi avions acheté des années auparavant pour garder les documents importants. Je l'ai sorti avec précaution, je l'ai posé sur le lit, et j'ai entré la combinaison que je connaissais par cœur. 2703 l'anniversaire de Simon. Le coffre s'est ouvert avec un clic métallique. À l'intérieur se trouvaient nos certificats de naissance, notre acte de mariage, le certificat de décès de Lucie, et là, au fond, plié avec soin, se trouvait l'acte de propriété de la maison dans la banlieue de Queen's Landing. Je l'ai sorti avec des mains tremblantes. J'ai déplié le papier jauni, usé par les années, mais parfaitement lisible. Il était là. Acte de propriété, et en dessous, en lettres claires, propriétaire, Thomas Duval. Mon nom, mon numéro d'identité, ma signature. La date d'achat, le 12 mars 2015, il y a presque 10 ans. J'ai passé mes doigts sur les lettres, sentant la texture du papier,
me souvenant du jour où j'ai signé ça, le jour où je suis devenu propriétaire de quelque chose pour la première fois de ma vie. J'ai cherché sur chaque page la moindre mention d'un transfert à Simon, sa signature, un document annexé, rien. Il n'y avait rien parce que je n'ai jamais fait le transfert légal. Je lui ai donné les clés. J'ai dit, elle est à toi. Mais légalement, officiellement, la maison était toujours à moi. Elle avait toujours été à moi. Je me suis assis au bord du lit avec l'acte de propriété dans les mains et je l'ai juste fixé pendant 1 heure, peut-être plus. Le soleil entrait par la fenêtre et se déplaçait sur le sol. Le bruit des voitures dehors, un chien qui aboie. La vie continuait pendant que je tenais ce papier et prenais la décision la plus importante de ma vie. Je me suis souvenu de chaque brique que j'ai payée avec ma sueur. Chaque heure supplémentaire que j'ai travaillée, chaque fois que mon dos me faisait mal et que je continuais quand même parce que j'avais besoin de l'argent, chaque centime que j'ai économisé pendant 25 ans. Cette maison n'était pas juste un cadeau. C'était toute ma vie convertie en mur. Et je la lui ai donnée en pensant que je lui donnais la sécurité, l'amour, un avenir. Mais je me trompais. Je lui ai tout donné. Et il a appris que tout ce que je donnais n'avait aucune valeur. Je me suis levé du lit, j'ai mis l'acte de propriété dans une enveloppe, et je me suis habillé. J'ai mis mon meilleur pantalon, une chemise propre, j'ai ciré mes chaussures. Je me suis coiffé avec soin. Je me suis regardé dans le miroir. L'homme qui me regardait n'était pas le même que celui qui pleurait en silence depuis des mois. Il n'était plus le père désespéré qui mendiait de l'attention. Il était autre chose. Il était quelqu'un qui avait compris quelque chose de fondamental. On ne mendie pas la dignité. Soit on vous la donne, soit vous la reprenez vous-même. Et si mon fils avait décidé que je ne méritais même pas une place à son mariage, alors il ne méritait pas le plus grand cadeau que je lui ai jamais fait. La maison allait cesser d'être la sienne. Non pas parce que j'étais vindicatif, mais parce que j'ai enfin compris que tout donner sans être valorisé, ce n'est pas de l'amour. C'est de l'autodestruction. À 9 heures du matin, j'ai pris le téléphone et j'ai cherché dans mes contacts le numéro de maître Ernest Miller, un avocat du quartier qui m'avait aidé avec les papiers à la mort de Lucie. J'ai composé le numéro. Il a répondu à la 3e sonnerie. Monsieur Thomas, quelle surprise. Comment allez-vous? Sa voix était chaleureuse, gentille. Maître Miller, j'ai besoin de vendre une propriété. Aujourd'hui. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Aujourd'hui, monsieur Thomas? Ces choses prennent du temps. Nous devons faire des expertises, publier l'annonce, attendre les offres. Non, les jeux interrompus. Ma voix sonnait plus ferme que je ne l'aurais cru. Il faut que ce soit aujourd'hui. Ou demain au plus tard. C'est urgent. Un autre silence. Est-ce que tout va bien, monsieur Thomas? Il s'est passé quelque chose? Oui, ai-je dit. Il s'est passé quelque chose, mais je vais m'en sortir. J'ai juste besoin que vous m'aidiez à vendre cette maison le plus rapidement possible. Maître Miller m'a demandé de venir à son bureau à 11 heures. Je suis arrivé à l'heure avec l'enveloppe contenant l'acte de propriété sous le bras. Il m'a fait entrer dans son bureau, m'a offert un café, que j'ai accepté même si mes mains tremblaient. Il s'est assis derrière son bureau et m'a regardé avec ses yeux d'avocat qui ont tout vu. Dites-moi, monsieur Thomas, pourquoi cette précipitation? Alors je lui ai raconté. Pas tout. Je ne lui ai pas parlé du mariage. Je ne lui ai pas dit que mon fils avait honte de moi. Je lui ai juste dit que j'avais décidé de vendre la maison qui était à mon nom, que mon fils y vivait, mais que légalement elle était à moi, et que je devais le faire vite. Il a hoché la tête sans jugement et a dit, je vais passer quelques appels. J'ai un client qui cherche une maison dans ce quartier pour sa fille. Peut-être qu'il sera intéressé. À 15 heures, maître Miller m'a appelé. Monsieur Thomas, j'ai un acheteur. Il veut voir la maison demain, à la 1re heure. S'il l'aime, il est prêt à payer comptant et à conclure en 48 heures. Mon cœur s'est accéléré. Content? Oui. C'est un homme d'affaires qui veut la maison pour sa fille qui se marie le mois prochain. Il est pressé. Il offre un prix juste. Ce n'est pas une offre à refuser. Je lui ai donné l'adresse. Je lui ai dit qu'il pouvait aller la voir demain à 8 heures du matin. J'ai raccroché. Je me suis assis sur mon canapé, le téléphone à la main, sentant que tout commençait à bouger. Il n'y avait plus de retour en arrière possible.
J'avais pris la décision. Et quelque chose en moi, quelque chose qui était brisé depuis des mois, a commencé à se sentir à nouveau entier. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Pas par anxiété, pas par doute, mais par un étrange mélange de nervosité et de paix. Je suis resté éveillé à penser à tout ce qui s'était passé, à comment j'en étais arrivé là, à comment un père qui a tout donné a fini par être traité comme un déchet, à comment l'amour inconditionnel devient une faiblesse quand l'autre personne ne le valorise pas. Et j'ai compris quelque chose que j'ai mis 73 ans à apprendre. Tout donner ne fait pas de vous un bon père. Ça vous rend invisible. Parce que les gens ne valorisent que ce qui leur coûte. Et moi, je n'ai jamais rien fait payer à mon fils. Pas un merci, pas un je t'aime, pas même du respect. Je lui ai tout donné gratuitement. Et il a appris que je ne valais rien. Eh bien, il était temps pour lui d'apprendre une autre leçon. À 8 heures du matin le lendemain, Maître Miller a appelé. Monsieur Thomas. L'acheteur a vu la maison. Il l'a adorée. Il veut conclure aujourd'hui. Êtes-vous sûr de vous? Je suis resté silencieux une seconde. J'ai pensé à Simon dormant dans cette maison avec sa nouvelle femme. J'ai pensé à lui se réveillant, ne sachant pas que dans quelques heures, cette maison ne serait plus la sienne. J'ai pensé à ce qu'il allait ressentir quand je le lui dirais. Et je n'ai pas ressenti de culpabilité. Je n'ai pas ressenti de pitié. J'ai ressenti de la justice. Je suis sûr, ai-je dit. Dites-lui oui. Nous concluons aujourd'hui. Parfait. Venez à mon bureau à 14 heures. Apportez votre carte d'identité et l'acte de propriété. À 16 heures, vous serez le propriétaire d'une belle somme d'argent, et votre fils devra trouver un autre endroit où vivre. J'ai raccroché. J'ai regardé l'horloge. Plus que 6 heures. Je me suis assis sur mon canapé pour attendre. Je n'ai pas appelé Simon. Je ne l'ai pas prévenu. Je ne lui ai pas donné la chance de supplier, d'expliquer, de promettre qu'il changerait, parce que je ne voulais plus de ces promesses vides. Je ne voulais plus de ces excuses de dernière minute. Je ne lui prenais rien qui était réellement à lui. J'allais juste lui apprendre ce que ça fait de perdre ce qu'on n'a jamais valorisé. Ce que ça fait quand quelqu'un vous enlève ce que vous teniez pour acquis. Ce que ça fait d'être à ma place. Et peut-être, juste peut-être, quand il se retrouverait sans toit sur la tête, quand il devrait expliquer à sa femme et à ses beaux-parents pourquoi il devait déménager immédiatement, quand il devrait chercher un nouvel endroit et payer un loyer et sentir cette insécurité, peut-être qu'alors il comprendrait ce que j'ai fait pour lui quand je lui ai donné cette maison. Ou peut-être pas. Mais ça m'était égal maintenant. Parce que ce n'était plus à propos de lui. C'était à propos de moi. De récupérer quelque chose qui m'avait été enlevé, ma dignité. À 14 heures, j'étais assis dans le bureau de Maître Miller. En face de moi était assis un homme d'une 50aine d'années, costume élégant, chemise blanche impeccable. Il s'appelait Robert Mendes et possédait une chaîne de quincaillerie. Il achetait la maison pour sa fille qui se mariait dans un mois. C'est parfait pour elle, a-t-il dit en examinant l'acte de propriété. Le quartier est calme. La maison est d'une bonne taille. Ma fille va y être très heureuse. J'ai hoché la tête en silence, pensant à l'ironie. Cet homme achetait la maison pour rendre sa fille heureuse. J'avais acheté exactement la même maison pour rendre mon fils heureux. La différence, c'est que la fille de cet homme l'inviterait probablement à son mariage. Maître Miller a posé les papiers sur le bureau. Signé ici, ici, et ici. J'ai pris le stylo. Ma main ne tremblait pas. J'ai signé chaque page calmement. Mon nom, mon identité, ma signature. 1, 2, 3 fois. Monsieur Mendes a signé après moi. Maître Miller a tout notarié. Il a tamponné les papiers, a organisé les dossiers. C'est fait, a-t-il dit avec un sourire. Monsieur Thomas, vous n'êtes plus le propriétaire de ce bien. Monsieur Mendes, félicitations. La maison est à vous. L'homme a ouvert une mallette noire et a sorti des liasses de billets. Il les a comptés sur le bureau. 50 000 $ en espèces. Il les avait apportés comme ça parce qu'il voulait conclure rapidement. Je n'avais jamais vu autant d'argent au même endroit. Maître Miller m'a aidé à le compter, m'a donné un reçu, m'a expliqué que je devais le déposer à la banque dès que possible. J'ai juste hoché la tête, regardant ces billets, pensant, voilà ce que valent 40 ans de ma vie. Voilà ce que vaut le sacrifice d'un père. J'ai quitté le bureau à 15h15.
Le soleil était fort. La rue était pleine de gens, de voitures qui passaient, la vie normale d'un mardi quelconque. Mais pour moi, rien n'était normal. Je venais de vendre la maison où vivait mon fils. J'ai marché 2 pâtés de maison jusqu'à un parc. Je me suis assis sur un banc, j'ai sorti mon téléphone portable de ma poche et je l'ai juste fixé. Maintenant venait la partie difficile. Maintenant, je devais l'appeler. Je devais lui dire que la maison n'était plus la sienne, qu'il avait 2 semaines pour partir. Mon doigt a plané sur son nom dans mes contacts. J'ai pris 3 profondes respirations. 4, 5, et j'ai composé le numéro. Le téléphone a sonné 2 fois avant qu'il ne réponde. Papa. Sa voix semblait normale, insouciante, ne sachant pas que sa vie était sur le point de changer. Mon fils, ai-je dit, et ma voix est sortie plus calme que je ne l'aurais cru. J'ai besoin que tu vides la maison dans 15 jours. Silence à l'autre bout du fil. Un silence confus. Quoi? De quoi tu parles? La maison où tu vis, celle de Queen's Landing. J'ai besoin que tu la vides. Un autre silence. Papa, ça va? Qu'est-ce que tu veux dire par vider? J'ai fermé les yeux, sentant le soleil sur mon visage, et j'ai dit les mots que je répétais dans ma tête depuis des jours. Je l'ai vendu ce matin. Le silence qui a suivi était absolu. Je pouvais l'entendre respirer. Je pouvais sentir son cerveau traiter ce qu'il venait d'entendre. Je pouvais imaginer son visage. Et puis, comme une explosion. Tu as fait quoi? Sa voix m'a presque cassé le tympan. Il criait. Qu'est-ce que tu as fait, papa? Tu as vendu la maison? Oui, ai-je dit calmement. La maison était à moi, Simon. Elle était à mon nom, et j'ai décidé de la vendre. J'ai signé les papiers il y a 1 heure. Non, non, ce n'est pas possible. Cette maison est à moi. La voilà. La phrase que j'attendais. Non, mon fils, ai-je dit, et chaque mot est sorti clair, ferme, sans hésitation. Cette maison n'a jamais été à toi. Je t'ai donné les clés. Je t'ai dit qu'elle était à toi, mais je n'ai jamais légalement transféré l'acte. Le titre de propriété a toujours été à mon nom. Elle a toujours été à moi. Et maintenant, elle appartient à quelqu'un d'autre. J'ai entendu un bruit à l'autre bout du fil, comme s'il avait jeté quelque chose. Papa, c'est ma maison. J'y vis avec ma femme. Tu ne peux pas faire ça. Ta femme, ai-je répété, et j'ai laissé ces 2 mots flotter dans l'air un instant. Cette femme que je ne connais pas. Cette femme que tu as épousée sans m'inviter. Cette femme que tu as choisie quand tu as décidé que je ne méritais pas d'être dans ta vie. Papa, ça n'a rien à voir avec ça. Ça a tout à voir avec ça, Simon. Ça a tout à voir avec le fait que tu m'as effacé de ta vie comme si j'étais une ordure. Comme si 40 ans à t'élever ne signifiait rien. Comme si te donner une maison ne me valait même pas une invitation à ton mariage. Sa respiration était lourde. Je pouvais l'entendre faire les 100 pas, paniquer. Papa, s'il te plaît, ne fais pas ça. On peut parler. On peut arranger les choses. Il n'y a rien à arranger, ai-je dit. Les papiers sont signés. L'argent est dans ma poche. Les nouveaux propriétaires prennent possession dans 2 semaines. Papa, tu ne peux pas faire ça. Sa voix s'est brisée. Maintenant, il y avait du désespoir. Maintenant, il y avait de la peur. Où vais-je vivre? Qu'est-ce que je dis à Valérie? Qu'est-ce que je dis à sa famille? Je ne sais pas, mon fils, ai-je dit. Et ma voix était toujours calme, sereine, comme si nous parlions du temps qu'il fait. Je suppose que tu devras trouver un appartement à louer. Tu devras rassembler de l'argent pour une caution. Tu devras vivre avec l'insécurité de ne pas savoir s'ils renouvelleront ton bail l'année prochaine. Tu devras vivre comme j'ai vécu pendant 50 ans. Peut-être qu'alors, tu comprendras ce que j'ai fait pour toi quand je t'ai donné cette maison. Mais je ne peux pas me permettre un loyer en ce moment. On vient de se marier. Valérie a quitté son travail. On est en lune de miel. Alors écourte ta lune de miel et reviens trouver un endroit où vivre. Tu as 2 semaines. Bon voyage, mon fils. Et j'ai raccroché. J'ai complètement éteint mon téléphone. Je ne l'ai pas mis en silencieux. Je l'ai éteint. Je suis resté assis sur ce banc de parc avec le soleil couchant sur mon visage,
ressentant quelque chose d'étrange dans ma poitrine. Ce n'était pas de la joie. Ce n'était pas de la tristesse. C'était du soulagement. C'était le sentiment d'avoir fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. Reprendre ma dignité. Arrêter de mendier de l'amour. Arrêter d'accepter les miettes. Je suis resté assis là pendant une demi-heure, 40 minutes, à regarder les gens passer, les enfants jouer dans le parc, les pigeons picorer le sol. La vie normale continuait simplement pendant que ma vie changeait pour toujours. Puis je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la banque la plus proche et j'ai déposé l'argent. Tout. Chaque dernier billet. C'était à moi. Légalement, moralement, je l'avais gagné à la sueur de mon front. Et maintenant, c'était sur mon compte. Quand j'ai quitté la banque, j'ai rallumé mon téléphone. Immédiatement, il a commencé à vibrer. Un appel manqué. 2, 5, 10, 20. 47 appels manqués. Tous de Simon. Et des messages. Des dizaines de messages. Je les ai ouverts et les ai lus un par un, sans répondre à aucun. Papa, s'il te plaît, décroche. Papa, j'ai besoin de te parler. Papa, tu ne peux pas faire ça. Je t'en supplie. Appelle-moi. Papa, s'il te plaît. Tu dois comprendre. Je ne voulais pas te faire de mal. Papa, réponds-moi. Je t'en supplie. Je suis désespéré. Je ne sais pas quoi faire. Valérie pleure. Sa famille veut te parler. Papa, s'il te plaît. Je les ai tous lus et je n'ai rien ressenti. Enfin, si, j'ai ressenti quelque chose. J'ai ressenti de la satisfaction. Parce que maintenant, il me cherchait. Maintenant, c'était urgent. Maintenant, j'étais important. Mais pas parce qu'il m'aimait. Parce qu'il avait besoin de quelque chose de moi. J'ai mis le téléphone dans ma poche sans répondre. J'ai continué à marcher vers mon appartement. J'ai monté les escaliers lentement, les genoux me faisant mal comme toujours, mais je me sentais plus léger. Je suis entré chez moi, j'ai fermé la porte et je suis resté au milieu du salon. Mon petit appartement, mon vieux fauteuil, ma cuisine que j'utilise à peine. Ma vie simple, ma vie humble. Mais c'était ma vie. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti que c'était assez. Que j'étais assez. Je n'avais pas besoin que mon fils me valide. Je n'avais pas besoin qu'il m'invite à des événements élégants. Je n'avais pas besoin de faire partie de sa vie parfaite. J'avais ma propre vie et ma propre dignité. Et à ce moment-là, ça valait plus que n'importe quelle maison. Maintenant, il me cherchait. 47 appels en 2 heures. Mais ce n'était pas parce que je lui manquais. Ce n'était pas parce qu'il réalisait qu'il m'aimait. C'était parce que je lui avais pris quelque chose. Parce que je lui avais enfin fait ressentir ce que j'avais ressenti pendant des années. L'insécurité, la peur, la perte. Et j'ai réalisé quelque chose de fondamental. Les gens ne vous cherchent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose de vous. Tant que j'avais des choses à donner, tant que j'étais utile, j'existais. Mais quand j'ai cessé de tout lui donner, quand j'ai cessé d'être le père qui se sacrifie en silence, quand j'ai enfin fixé une limite, alors il a réagi. Mais c'était trop tard. Beaucoup trop tard. Parce qu'on ne regagne pas le respect en suppliant. On le regagne en agissant. Et j'avais enfin agi. Le lendemain, à 8 heures du matin, quelqu'un a tambouriné à ma porte. Ce n'était pas un coup normal. C'était un coup désespéré, en colère. 3 coups forts, puis 4, puis 5 d'affilée, comme s'il voulait défoncer la porte. J'étais dans la cuisine en train de boire mon café. J'ai posé la tasse sur la table et j'ai marché vers la porte sans me presser. Je savais qui c'était. Je l'attendais. J'ai ouvert la porte et Simon était là. Ses yeux étaient rouges. Son visage était défait. Ses cheveux étaient en désordre. Il portait les mêmes vêtements que la veille. Il était évident qu'il n'avait pas dormi. Il était évident qu'il avait conduit toute la nuit depuis la plage, depuis sa lune de miel, pour revenir ici. Il m'a regardé avec un mélange de fureur et de désespoir. « Il faut qu'on parle », a-t-il dit, la voix brisée. Je n'ai rien dit. J'ai juste reculé et je l'ai laissé entrer. Il est entré comme un ouragan, marchant directement dans le salon, se retournant pour me faire face, les poings serrés. « Comment as-tu pu me faire ça ?
Sa voix tremblait. Il était sur le point d'exploser. J'ai fermé la porte calmement, j'ai marché jusqu'à mon fauteuil et je me suis assis. Je l'ai regardé de là, calme, pas contrarié, et ce calme semblait le rendre encore plus furieux. Je te parle. Comment as-tu pu vendre la maison sans me le dire? Comment as-tu pu? Comment ai-je pu, ai-je demandé, ma voix basse et sereine. Il a cligné des yeux, confus. Comment as-tu pu quoi? Me marier sans te le dire, ai-je dit. Comment as-tu pu faire ça? Il est resté silencieux une seconde, cherchant ses mots. C'est différent. Non, ai-je interrompu. C'est exactement la même chose. Simon s'est frotté le visage avec les mains, frustré. Papa, c'est du passé. On ne peut pas le changer. Mais ça, on peut l'arranger. Appelle l'acheteur. Dis-lui que tu as changé d'avis. Rends-lui son argent. Tu as encore le temps. Je l'ai juste regardé en silence. Mon fils. L'homme que j'ai élevé. L'homme à qui j'ai tout donné. Et je ne reconnaissais rien de moi en lui. Non, ai-je dit simplement. Comment ça non? Il a de nouveau haussé la voix. Papa, je n'ai rien fait d'assez grave pour que tu me laisses à la rue. Rien, ai-je répété. Et quelque chose dans ma voix l'a fait taire. Simon, tu m'as exclu de ton mariage. Du jour le plus important de ta vie. Tu m'as caché comme si j'étais une honte. Tu m'as effacé comme si je n'existais pas, je ne voulais pas te faire de mal. Exactement, ai-je dit. Tu n'as rien fait. Tu ne m'as pas invité. Tu ne m'as pas appelé. Tu ne m'as pas donné d'explication. Tu n'as rien fait. Il a commencé à faire les 100 pas, désespéré. C'était Valérie. Elle pensait que tu ne t'entendrais pas avec sa famille. Que ce serait gênant. Et toi, il y avait de l'acier dans ma voix maintenant. Qu'est-ce que tu as pensé, Simon? Je me fiche de ce que Valérie a pensé. Je me fiche de ce que sa famille a pensé. Je me soucie de ce que toi, tu as pensé. Est-ce que tu voulais que je sois là? Le silence qui a suivi m'a donné la réponse. Il a baissé les yeux. Ses mains tremblaient. Il a ouvert la bouche. L'a refermée. A réessayé. J'ai pensé. Sa voix est sortie comme un murmure. J'ai pensé que c'était juste plus facile comme ça. Ces 5 mots. C'était juste plus facile comme ça. Voilà. Toute la vérité. J'ai senti quelque chose dans ma poitrine, mais ce n'était pas de la douleur. Ça ne faisait plus mal. C'était la paix. C'était la confirmation de ce que je savais déjà. C'était plus facile comme ça, ai-je répété. C'était plus facile de m'effacer que de me défendre. C'était plus facile de me cacher que de me présenter avec fierté. C'était plus facile de me mettre de côté que de tenir tête à ta femme et de lui dire que ton père, celui qui t'a élevé, celui qui t'a donné une maison, allait être à ton mariage parce qu'il le méritait amplement. Simon a levé la tête. Ses yeux étaient pleins de larmes. Papa, Tu as su que j'ai vendu la maison plus vite que j'ai su pour ton mariage, ai-je interrompu. Ironique, n'est-ce pas? J'ai appris 2 jours plus tard sur Instagram, en t'espionnant avec un faux compte. Tu as appris en quelques minutes avec un appel direct. Tu vois la différence? Il est juste resté là, des larmes coulant sur son visage, ne sachant pas quoi dire. Et j'ai continué à parler avec un calme qui me surprenait même moi. J'ai acheté cette maison pour toi. Avec 40 ans à me casser le dos à poser des briques. Avec 25 ans à économiser chaque dernier centime. Avec toutes les vacances que je n'ai jamais prises. Avec toutes les petites choses que je ne me suis jamais achetées. Je l'ai acheté en pensant à ton avenir. En pensant à ta sécurité. En pensant que tu ne souffrirais jamais comme j'ai souffert. Ma voix s'est à peine brisée. Mais j'ai continué. Mais toi, tu as décidé que je ne méritais pas d'être dans ta vie, que j'étais une honte, que je ne cadrais pas dans ton monde élégant avec la famille de ta riche femme. Alors, j'ai décidé que tu ne méritais pas cette maison. Parce que cette maison était un cadeau d'amour, et tu m'as prouvé que tu ne m'aimes pas. Si, je t'aime, a-t-il crié, sa voix se brisant complètement. Tu es mon père. Bien sûr que je t'aime. Non, ai-je dit en secouant la tête. Tu aimes ce que je te donne. Tu aimes la maison gratuite.
Tu aimes le sacrifice silencieux. Tu aimes avoir un père qui ne demande jamais rien. Mais moi en tant que personne, avec mes mains d'ouvrier, mes vêtements bon marché et ma vie simple. Tu ne m'aimes pas. Tu as honte de moi. Ce n'est pas vrai. Alors explique pourquoi je n'étais pas à ton mariage, ai-je dit, la voix dure. Explique pourquoi tu ne m'as jamais présenté à Valérie correctement. Explique pourquoi, quand j'étais malade avec une forte fièvre, tu m'as dit de me faire une tisane et tu n'es pas venu me voir. Explique tout ça sans utiliser les mots « j'étais occupé » ou « c'était juste plus facile ». Il a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Parce qu'il n'avait aucune explication. Parce que la vérité était évidente. Simon s'est affalé sur le fauteuil d'en face, la tête dans les mains. « Papa, pardonne-moi », a-t-il dit à travers ses sanglots. « Pardonne-moi. S'il te plaît. J'ai tout gâché. Je sais que j'ai été un fils terrible, mais s'il te plaît, ne me laisse pas à la rue. S'il te plaît, fais-le pour moi. Pour tout ce qu'on a eu ensemble. » Je l'ai regardé pleurer. Cet homme de 35 ans, pleurant comme un enfant. Et je n'ai rien ressenti. Ou pas exactement rien. J'ai ressenti de la pitié, mais pas le genre de pitié qui vous fait céder. Le genre de pitié que vous ressentez pour quelqu'un qui fait enfin face aux conséquences de ses actes. Je ne peux pas, mon fils, ai-je dit doucement. Le pardon, c'est pour les premières fois, pour les erreurs honnêtes. Mais ça, ce n'était pas une erreur. C'était une décision que tu as prise. Une qui a duré des mois. Des mois à planifier un mariage sans m'inviter. Des mois à me voir souffrir et à ne rien faire. Je ne peux pas pardonner ça. Mais je suis ton fils, a-t-il dit en levant la tête, le visage ravagé. Je suis ton seul fils. Je sais, ai-je dit. Et cette maison était le seul bien que j'avais, la seule chose qu'il me restait de 40 ans de travail. Et je te l'ai tout donné. Tout. Et ce n'était pas assez. Je n'ai jamais été assez pour toi. Alors j'ai décidé que tu n'étais pas assez pour garder ce que j'ai construit. Je me suis levé de mon fauteuil, je suis allé à la cuisine, j'ai pris mon café, j'ai bu une gorgée. Quand je suis revenu dans le salon, Simon était toujours là, enfoncé dans le fauteuil, pleurant silencieusement. Tu as 2 semaines pour vider les lieux, lui ai-je dit. Si tu as besoin d'aide pour déménager, dis-le-moi. Je peux venir t'aider à faire les cartons. Mais la décision est prise. La maison n'est plus à toi. Elle ne l'a jamais vraiment été. Simon s'est levé lentement, comme si chaque muscle de son corps était lourd. Il m'a regardé avec ses yeux rouges, avec un mélange de douleur et autre chose. De la haine, du ressentiment, je ne sais pas. Il a marché jusqu'à la porte, s'est arrêté la main sur la poignée. Je ne te pardonnerai jamais pour ça, a-t-il dit sans se retourner. C'est bien, ai-je répondu. Je ne te pardonnerai pas non plus pour ce que tu as fait. Il a ouvert la porte et il est parti. La porte s'est refermée derrière lui avec un léger clic. Et je suis juste resté là, au milieu de mon salon, le café à la main, attendant de ressentir quelque chose. De la culpabilité, du regret, de la douleur. Mais la seule chose que j'ai ressentie, c'était le silence. Un silence propre, léger, sans angoisse. Et puis, lentement, autre chose. La paix. Je suis allé à mon vieux fauteuil, je me suis assis, et pour la première fois depuis des années, j'ai respiré librement. Parfois, retrouver sa dignité coûte une maison. Ça coûte des relations. Ça coûte une famille. Mais croyez-moi quand je vous le dis, ça vaut chaque centime. Ça vaut chaque larme. Ça vaut chaque moment inconfortable. Parce que vivre sans dignité, ce n'est pas vivre. C'est survivre. Mendier des miettes d'amour de la part de gens qui ne vous valorisent pas. Et j'étais fatigué de mendier. J'étais fatigué d'être invisible. J'étais fatigué d'accepter n'importe quoi pour ne pas être seul. Cette maison est partie. Mon fils est parti aussi, d'une certaine manière. Mais je me suis retrouvé. J'ai retrouvé quelque chose que j'avais perdu il y a des années, le respect de moi-même. Et assis dans mon fauteuil, buvant mon café, regardant par la fenêtre, je me suis enfin senti en paix. Ce n'était pas la paix d'avoir tout. C'était la paix de savoir que je n'accepterai plus jamais moins que ce que je mérite. Et ça n'a pas de prix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous donné votre dignité avec cette maison?
Ou auriez-vous fait la même chose que moi? Si cette histoire a remué quelque chose en vous, si elle vous a fait ressentir de la colère, de la tristesse ou même du soulagement, laissez-moi un commentaire ci-dessous pour me dire ce que vous en pensez. Mettez un j'aime si vous pensez que j'ai bien fait, ou dites-moi si vous pensez que j'ai eu tort, et abonnez-vous à la chaîne pour entendre d'autres histoires comme celle-ci. Des histoires de vraies personnes qui, un jour, ont dit « assez » et ont repris leur dignité. Cela signifie plus que vous ne pouvez l'imaginer. Cela signifie que nous ne sommes pas seuls dans cette douleur. Qu'il y a des milliers de personnes qui comprennent ce que c'est que d'être invisible pour quelqu'un qui est censé vous aimer. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine histoire, où nous continuerons à partager ces vérités qui font mal mais qui doivent être dites. À la prochaine histoire.